le QI moyen d'un pays est le critère le plus corrélé avec sa réussite qu'on connaisse. C'est-à-dire que la richesse d'un pays dépend surtout de son QI moyen, du QI moyen de ses habitants. Plus une société est libre, plus les femmes choisiront des métiers dits féminins et plus les hommes choisiront des métiers dits masculins. C'est-à-dire les différences sexuelles augmentent avec la liberté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie évolutionniste, de compétition sexuelle, de compréhension du comportement humain à l'aune de la biologie. Discussion avec Hassan, c'est maintenant. Bonjour Philippe Gouillou, je ne me suis pas trompé? Tout à fait, c'est bon. D'abord, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir fait le trajet depuis Nice pour réaliser cet entretien que je considère extrêmement important parce que je pense que tu es l'une des personnes les moins connues et qui mériterait, enfin, sur le sujet en tout cas de la psychologie évolutionniste et de la vulgarisation de ce sujet. Alors peut-être tu es plus connu peut-être par des gens qui vont sur ton site sans savoir que c'est toi, parce que tu as créé plusieurs sites. Alors moi, je te connais de par ta passion, enfin de par ton travail de vulgarisation de psychologie évolutionniste, mais peut-être avant de commencer à présenter ton... Tu peux te présenter toi et après je présenterai ton livre aussi dans la foulée. Sur ces sujets-là, je me positionne en tant que vulgarisateur. C'est-à-dire que j'ai eu, pour différentes raisons, accès à un certain nombre d'informations. On va revenir sur ça. Oui. On va revenir là-dessus. Et j'en fais des sites et livres qui sont à destination de l'honnête homme pour lui permettre d'apprendre le plus rapidement possible, honnête homme style 19e, le plus rapidement possible des choses sur le sujet. Alors comme site, j'avais créé douance.org ou .com, c'est accessible par les deux, et evopsy.com, qui sont les deux premiers sites à avoir été créés, c'était il y a 25 ans, sur les deux sujets du QI et de la psychologie évolutionniste, donc les deux premiers sites francophones. J'aimerais m'attarder pour aller voir ces sites. C'est excellent. Ce sont des sources de qualité, des sources scientifiques. Tu proposes même des traductions de passages de livres comme The Bell Curve, qui est absolument pas traduit, qui est un livre, on va dire, qui a été important dans la recherche sur l'intelligence, sur l'étude de l'intelligence. La douance, en fait, c'est parce que tu fais référence en fait, ce qu'on appelle au potentiel, les enfants qui ont des QI supérieurs à la moyenne. Tu expliques bien plus que ça. Tu expliques ce que le QI, comment il est étudié. Tu donnes des sources où tu montres des statistiques de catégories professionnelles et l'évaluation de leur QI. Quel est le QI moyen des médecins, des chirurgiens ou des philosophes, de ceux qui ont obtenu un doctorat en études en philosophie. Donc c'est vraiment là, c'est la première chose. Si vous devez retenir quelque chose, allez sur ces sites, douance.com et Evopsy. Et là, Evopsy, c'est évidemment la psychologie évolutionniste. Et pour ne pas oublier, peut-être que vous connaissez Philippe Gouillou. Si vous avez acheté ce livre, c'est ce monsieur. C'est l'un des premiers livres en français, l'un des premiers livres à vulgariser la psychologie évolutionniste bien avant d'autres ouvrages. Maintenant, il y en a plus. Des universitaires qui ont traduit, des universitaires qui proposent des ouvrages sur ce sujet. Les gens peuvent connaître un certain Stéphane Debove, qui a un site Homo Fabulus, où il vulgarise la psychologie évolutionniste. Est-ce que la morale a un fondement biologique? C'est typiquement un sujet, j'imagine, qui t'intéresse. Tout à fait, c'est spécialisé là-dedans. J'ai suivi, évidemment, ce qu'il écrit et ses vidéos souvent, pas toutes, mais... Donc, ce livre, on peut toujours l'acheter? On peut toujours l'acheter, il est toujours en vente. Là, c'est la 3e édition, qui date de 2014. Et je tiens à préciser, de Bock Supérieur, c'est une édition de maison universitaire. Ce sont des ouvrages de scientifiques. Donc, je précise quel est l'éditeur. C'est pas rien. Pour vous dire qu'il y a une qualité dans le travail... parce qu'il faut le dire aussi, tu n'es pas chercheur. Je ne suis pas chercheur, je suis dans un autre domaine. Je me positionne là-dedans en tant que vulgarisateur. Alors pour la référence scientifique de ce livre, pour la première édition, il avait été refusé par tous les éditeurs français. On va en parler de la cancel culture. Et il avait été accepté par Debook, mais seulement après 10 relecteurs. Ils ont demandé 10 relecteurs. Et ils m'ont appris après, parce qu'on s'était bien entendu, ils m'ont appris après qu'il y avait eu 2 refus. C'était 2 psychanalystes.
Bon, bah c'est Tous les autres ont dit oui. Alors. Tous les autres ont dit oui. Et avant la deuxième édition, donc quelques années après, la deuxième édition est sortie en 2010, donc ça doit être vers 2008-2009, j'ai reçu un coup de téléphone de secrétaire de Debout qui me dit puisque finalement il apparaît que votre livre est sérieux. Donc même elle était contre au départ. On a fait une deuxième édition avec la préface de René Zaillant, qui est une célébrité enfin qui est décédée maintenant, mais qui était une célébrité en Belgique. Mais peut-être que tu peux, avant qu'on commence même les questions, de quoi parle ton livre? Pourquoi ce titre, en fait? Pourquoi ce titre? Le titre, c'est à la fois pour provoquer, évidemment, hein, c'est pour s'amuser, et en même temps parce qu'il contient, on le comprend dans un sens, en fait, il a deux sens. C'est-à-dire, quand on dit pourquoi les femmes des riches sont belles, c'est pourquoi on est dans une espèce sexuée où chacun choisit le partenaire qu'il veut, et donc on est en compétition des deux côtés, quoi. C'est-à-dire les hommes comme les femmes. Et quand on dit pourquoi les femmes des riches sont belles, il est normal que les femmes préfèrent les hommes riches. Maintenant, c'est la richesse, mais en anthropologie, c'était le statut. Donc, c'était les chances de survie. Mais il est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi les hommes sont tellement victimes de la beauté féminine. Comment ça? Lio chantait « Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde ». Il y a beaucoup d'hommes qui ont tout sacrifié pour la beauté, etc., d'une femme. Pourquoi? Et donc, c'est expliquer pourquoi la beauté féminine a autant d'importance. Et pourquoi maintenant aussi elle a un marché de plusieurs milliards. Évidemment, ça va complètement à l'opposé des discours dans les sciences sociales de type féministe, explication de la société par le féminisme ou le sociologisme, etc. Là, on est dans une compréhension des comportements humains sociaux. En fait, il y a un évolutionniste qui a dit « La culture est une construction biologique ». Ça m'a fait rire. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? On peut le dire comme ça, parce que tout provient du biologique au départ. Maintenant, on peut voir aussi qu'il y a une construction, mais qu'on vit dans un monde culturel. C'est-à-dire cette construction aussi nous agit dessus. Wilson disait que la biologie tient la culture en laisse. Oui, c'est vrai. C'est excellent. Donc, évidemment, s'il y a une mode culturelle qui est de se suicider, la population va disparaître et donc la culture ne se développera pas, quoi. Il y a bien une limite. Il y a une sélection aussi dans la culture. Et donc, il y a des cultures qui permettent de mieux... Alors, on peut trouver, en étudiant les cultures, quelques principes qui permettent qu'ils aient plus de chances de réussir, de se développer, etc. Et notamment, sur les cultures, quand on étudie des cultures, une chose facile à faire, c'est de regarder quels sont les critères de dominance. Vous prenez... qu'est-ce qui permet de monter dans la hiérarchie de ce groupe-là? Si vous prenez, par exemple, des scientifiques, ça ne sera pas du tout les mêmes critères que si vous prenez des IVA d'une ZUP quelconque. Effectivement, en fonction Mais on retrouve en fait le même structure, les mêmes règles, mais la forme change. C'est les mêmes règles, mais pas les mêmes critères. Donc, trouvez quels sont les critères. Donc, si c'est être super intelligent ou si c'est être super bon à la boxe. C'est deux choses différentes, mais malgré tout, c'est toujours la volonté de monter en haut dans la hiérarchie. Donc, on peut trouver la même structure au fond. Mais comment en es-tu arrivé à maîtriser cette connaissance en psychologie évolutionniste? Alors en fait, ce qui s'est passé, moi, j'ai eu deux déclencheurs en fait. C'était un en 76, donc j'avais que 11 ans, je pense que beaucoup ça n'était pas né. J'ai eu les premiers cours d'éducation sexuelle dans une école catholique. Et pour la directrice, c'était évidemment une catastrophe. Hein. Et elle nous a enseigné plein de choses, dont le fait qu'à tel âge, les garçons devaient être d'une certaine manière, à tel autre âge d'une certaine manière. Enfin, nous a sorti une croissance du garçon normale. Et je ne correspondais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais à la bibliothèque de la ville, dès le soir même. Internet est apparu 20 ans après. Hein. C'est fou, mais c'est important. C'est tout un autre monde. Voilà. Moi, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi, nous, on sait chercher les informations aujourd'hui via Internet, mais à ton époque, c'était... Ça n'existait pas, oui. Bon, mais il y avait quand même des bibliothèques. J'habitais dans une ville où il y avait une belle bibliothèque, et j'ai pris 2 livres. Et depuis, j'ai continué à lire, lire tout ça. Tu as lu sur la biologie, en fait? J'ai lu sur la psychologie. C'était le traité de caractérologie de Humann-Selossen. Le premier livre que j'ai pris. Et ensuite, 20 ans après, en 96, j'habitais Paris à l'époque. Et c'était l'année où j'ai quitté Paris. Juste après ça, d'ailleurs.
Et j'ai postulé à une grande entreprise où ils nous ont dit « Vous avez des tests de logique à passer parce que nous tenons à sélectionner les meilleurs. » Enfin, le gros bullshit habituel. Et juste après, ils m'ont dit « Vous avez trop réussi les résultats, je ne veux pas de quelqu'un qui a explosé les miens, donc vous n'êtes refusé. » J'ai été refusé parce que j'étais trop bon en test. C'était un test logico-mathématique? Voilà, oui. Une sorte de test de QI non étalonné, mais enfin, ça revenait à la même chose. Et je me suis dit « Il faut que ça me serve à quelque chose quand même, parce qu'à chaque fois que je passais des tests, on me disait que j'étais bon. » Et je me suis inscrit à Mensa, j'ai tenté les tests Mensa, j'ai été admis à Mensa. Ah oui. Ensuite, Mensa, il y avait quelqu'un que je suis plus en contact avec lui, je connais, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Christian Denat, qui s'occupait des enfants surdoués. Et moi, à ce moment-là, j'ai quitté Paris pour aller sur la côte, et j'ai mis 6 mois à retrouver un travail. Donc pendant ce temps-là, j'ai appris à développer des sites web. Je me suis auto-formé là-dessus, et j'ai créé ce qui est devenu le site Douance. Donc premier site francophone sur le sujet, qui a connu un énorme succès dès le départ. D'accord. Mais je me rendais compte, parce que j'avais beaucoup de retours, j'avais même des listes de discussions, etc., qu'on ne pouvait pas comprendre ce que j'écrivais sans comprendre l'origine évolutionniste de tout ça. C'est-à-dire je suivais en même temps d'autres choses, je m'intéressais à plein de choses. Et donc j'ai créé d'abord en sous-partie de Douance, puis ensuite j'ai séparé sous le nom Evopsy, un site sur la psychologie évolutionniste. Alors Douance a été repéré par Jean-Charles Terrassier, qui était le psychologue niçois le plus célèbre en France sur le QI. Il vient de décéder, hélas, le 1er janvier. Et on en a fait un livre, le guide pratique de l'enfant surdoué. Effectivement. Et qui a eu donc 12 éditions. Parce que la 13e, on devait en parler cette année, et là, il est décédé. 12 éditions. Et quand j'ai créé le site Evopsy, il a été repéré par un anthropologue québécois, de l'Université de Laval, Peter Frost. Frost? Qui m'a envoyé un email extrêmement agressif sur les différences sociobiologie et psychologie évolutionniste, comme quoi il n'était pas d'accord. Moi, au départ, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, ça part à la poubelle, c'est tellement agressif. Et puis, j'ai regardé quand même qui c'était. Mais c'était quoi l'objet de... Il n'était pas d'accord avec ma présentation des différences entre la sociobio et la psychologie évolutionniste. Ah, ok. Et sur le site Evopsy. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de pensé, quoi, qui fasse penser. Je lui ai répondu de manière extrêmement argumentée. En disant, j'ai mis ça parce que ceci, cela. Et j'ai eu une réponse très lacunaire. Oui, c'est très bien, inscrivez-vous ici. C'était la liste HBEL. Donc la liste qui contenait 5000 chercheurs en psychologie évolutionniste. Donc c'est une liste mailing list. C'est une mailing list. Sur Yahoo, à l'époque, les listes mailing list Yahoo qui existaient, où il y avait 5000 chercheurs qui échangeaient dessus. Et on a... Sur la thématique de la psychologie évolutionniste. Donc en fait, tu étais au cœur de débats à ce moment-là, voilà. Et encore plus après. Qui avaient lieu dans le milieu universitaire. Voilà. Donc tu étais au cœur un petit peu, tu suivais la discipline se faire. Tout à fait. Et il y a 6 mois après, la mailing list a explosé pour dissension interne, les gens se sont engueulés, etc. etc. Elle a explosé, celui qui la gérait a laissé tomber, il y a eu plusieurs listes qui ont été créées à partir de là, moi j'en ai connu 2. Une, c'est Ian Pitchford, d'abord, et maintenant ça a été repris. Dr Ian Pitchford, qui a recréé la liste HBEL, sous son nom, c'est reparti, donc ça a continué, en quelque sorte. En même temps, il y a un éditorialiste américain, Steve Sailer, qui a, lui, invité plein de gens et leur a dit « mettez-vous chez moi ». Et c'était un groupe de prix Nobel, grands chercheurs, etc., des noms connus. Est-ce qu'à ce moment-là, Cosmides, enfin, j'emploie le nom de famille... et Toby, oui. Et Toby et Cosmides, ils étaient déjà sur ces listes? Alors, je ne sais pas s'ils étaient sur HBEL, ils n'étaient pas sur la liste suivante, où moi j'ai été invité par la suite, toujours par Peter Frost. D'accord. Et ce qu'avait fait Sailer, c'est ce qu'il a appelé le Human Biodiversity Institute, donc qui a lancé le mouvement qu'on appelle maintenant mouvement HBD. C'est-à-dire chercher quelles sont les origines biologiques sur le truc. Et dedans, il y avait des très grands noms. Alors, il y en a qui sont publics parce qu'on les retrouve, Harpending, McCarthy, quelques prix Nobel, quelques... Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est énorme. Enfin, la France a une cécité totale dans ce domaine. Et donc, il y avait énormément de débats. C'est énorme. Et j'ai passé plusieurs heures par jour là-dessus. Oui, bah évidemment. Et j'ai appris des recherches, par exemple, en 2000-2001, on discutait avec Harpending et Cochrane de ce qui a été publié en 2007. Ah, c'est génial. Donc j'avais déjà les infos. Donc je me suis dit, autant en faire un livre. Pourquoi pas participer avec eux
à être co-auteur de publications? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu ou pas du tout? Ça t'intéressait pas? Non, parce que... bon, déjà, j'étais le seul Français. Hein. J'étais majoritairement des Américains. Ça m'étonne même pas. Il y avait un Écossais qui était Christopher Brand. Mais sinon, on était... c'est terrible pour la France. On était vraiment très... j'étais seul. Ouais. T'étais vraiment le seul Français? Le seul Français. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai décidé d'en faire un livre, en me disant, j'ai accès à des choses. Et le but de mon livre, c'est de me dire que les recherches vont évoluer. Il y a peut-être des choses que je vais dire actuellement on pense ça, qui demain vont changer. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est la logique globale. C'est-à-dire que le livre dans 10 ans soit toujours valide, parce que même s'il y a telle recherche qui a prouvé que tel résultat, c'est pas 15, c'est 12, ou un truc du genre, la logique globale est restée. Donc mon livre, c'était pour apprendre la logique globale du sujet, en étant le premier livre à lire sur le sujet. Mon idée, c'était ça. Donc il est sorti en 2003, et comme je le disais tout à l'heure, pas en France où il était refusé de manière très hautaine par tous les éditeurs, mais en Belgique, chez Debouc. Tu as vraiment été au cœur, tu as interagi avec énormément de... Alors moi j'ai pas la notion totalement du temps, enfin des époques, je sais pas si David Buss était déjà... Alors David Buss était déjà plus que connu, il n'était pas sur... j'ai pas connu directement. Okay. David Buss était le plus célèbre de la psychologie évolutionniste. D'accord. Pour donner des dates, c'est sur la fin des années 80 que Tooby et Cosmid ont commencé à lancer le mouvement avec David Buss, justement. D'accord. Donc eux, ce sont vraiment les figures titulaires. 2013 ou 14, je ne sais plus, ou 2012, je ne sais plus. David Buss a publié les résultats d'une étude sur 37 cultures. Et il en a fait plusieurs livres, dont certains ont été traduits en français. Et c'est devenu donc la star du domaine. Et il est toujours très connu, puisqu'il intervient toujours un peu partout. Et en 97... Tooby et Cosmid ont publié les 5 principes de la psychologie évolutionniste. Donc ils ont fixé. Alors, maintenant, il y a eu plein de changements depuis. Les 5 principes ne sont plus toujours aussi fiables. Mais même avant eux, en fait, il faut partir du point. Le point de départ, c'est Darwin. Darwin qui disait déjà « J'entrevois dans un avenir éloigné la refonte de la psychologie sur des bases biologiques ». C'est complètement fou à quel point les gens pensent que le parce qu'en France, encore une fois, il faut bien... Pourquoi à chaque fois, j'ai envie que les gens se rendent compte à quel point la France est un écosystème intellectuel pseudo-scientifique sur cette question. On a des croyances complètement fausses qui est liée encore à l'importance d'un Bourdieu. C'est quasiment ça n'a aucune valeur scientifique. On ne se rend pas compte à quel point ne pas parler anglais, c'est s'enfermer dans une culture non scientifique par rapport à ces questions-là. Ne pas parler anglais est l'équivalent de ne pas savoir lire il y a un siècle. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment des morceaux comme ça, des morceaux de connaissances scientifiques qui tombent parmi des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont ignorants de l'avancée scientifique. On parle de Darwin, qui, effectivement, dans l'origine de l'homme, faisait déjà des analyses qui seraient considérées comme l'évopsie, où il envisageait déjà, par exemple, il faisait déjà des analyses où il faisait l'histoire évolutive du sourire, oui, à partir des présimiens, des simiens, c'est les termes des anthropoïdes, etc., sur l'homme, ou sinon, il expliquait que forcément, on formait une seule espèce parce que nous étions capables de comprendre les psychologies des différentes populations humaines. C'est-à-dire que quand différentes populations humaines d'individus se rencontrent, c'est ce qu'il dit, il dit j'arrive à comprendre l'état psychologique de la personne, alors que nous n'avons pas la même origine, mais ce sont des arguments qu'on retrouve aujourd'hui, où il y avait des chercheurs qui ont montré des photos de Britanniques qui avaient des expressions faciales d'émotion à des aborigènes d'Australie, puisque ce sont des populations que les aborigènes d'Australie sont d'origine de populations, ils sont sortis il y a 60 000 ans, et donc ils ont pris des distances, on va dire, importantes, et ils ont tous été capables de dire, sur la photo de ce Britannique qu'ils n'ont jamais vu, qu'il avait l'expression de la colère, de la joie, de la peur, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre que l'évopsie n'est pas quelque chose d'à part du monde scientifique ou de la biologie. Bon,
je préfère même parler d'approche évolutionniste. Tout à fait, je suis d'accord. Dans le sens que, bon, psychologie évolutionniste, c'est comme darwinisme, ça a beaucoup changé le darwinisme depuis Darwin. Hein. Mais psychologie évolutionniste, c'est, si on se base sur les 5 critères, il y en a un d'entre eux, les 5 principes, le mismatch qui a beaucoup changé. Bien sûr. Donc, ça évolue. Il faut peut-être le dire, le mismatch, parce que je pense voilà, que le 5e principe, c'est que notre cerveau abrite un esprit de l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'en gros, l'évolution de notre cerveau s'est faite dans ce qu'on appelle le A, c'est-à-dire un moment du Pléistocène, qui a été très long, et le monde moderne, on n'a pas eu le temps de changer. C'est-à-dire que l'évolution était trop lente pour qu'on s'adapte au monde moderne. Maintenant, on considère que c'est à moitié vrai, dans le sens qu'en même temps, l'évolution a accéléré. Donc le monde moderne a permis, enfin je parle du monde moderne, c'est à partir de l'agriculture. Hein. Oui, c'est le néolithique, c'est il y a 10 000 ans, hein, voilà, pour il y a que 10 les 000 ans gens à peu près. situent. Et l'invention de l'agriculture. L'invention de l'agriculture a permis aussi une accélération de l'évolution. Donc le mismatch n'est plus aussi net qu'on le pensait. Mais donc, si on parle d'approche évolutionniste, il y a eu plein de publications. En 1923, il y en avait une. Il y a eu ensuite celui qui a créé Desmond Morris, Le singe nu, c'était exactement le même thème. En 1975, Wilson, Social Biology. C'est de celui-ci parce qu'il est le plus connu. Enfin, je pense. Il est le plus connu parce que... Il est le moins compris, il est le moins lu, en France en tout cas. Le Social Biology, en fait, c'était un livre... Wilson est un spécialiste des insectes sociaux. Oui. Et il a fait un livre gros comme ça, j'exagère un petit peu, mais enfin énorme, dont le dernier chapitre était dit « ça s'applique aussi à l'homme », globalement. Et donc, il s'est fait taper là-dessus. Quand je dis taper, il s'est même fait agresser lors d'une conférence. C'est extrêmement important de le préciser. La sociobiologie de Wilson, ce n'est pas un livre entier dédié aux humains. En fait, il a compris, enfin, il a synthétisé l'ensemble des connaissances et des consensus obtenus, des réponses sur le paradoxe des insectes sociaux. Je ne vais pas rentrer là-dedans de pourquoi c'était un paradoxe, enfin, tout le sujet, mais en tout cas, il donnait une réponse. Et ensuite, il dit... en fait, à la fin, il a essayé de voir si ce modèle qui fonctionnait pour les abeilles et pour d'autres en fait, mammifères, etc., peut fonctionner sur l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne. Ça fonctionne. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu cette polémique. C'est parce que ça fonctionne. Oui. Parce que si ça ne fonctionnait pas, on aurait tous, les gens, enfin, les chercheurs en sciences sociales auraient juste éclaté de rire. Et ils auraient pris ça de haut. La colère, l'intensité de la colère, c'est que ça fonctionne. Je pense qu'une bonne partie des réactions, c'est le fait qu'il fallait absolument sauver la tabula rasa, c'est-à-dire le fait que tout enfant, dans un environnement politique correspondant, va devenir n'importe quoi. C'est-à-dire on peut faire de ce qu'on veut d'un enfant. Ce qui est évidemment faux, démontré faux, etc., mais qui est nécessaire pour ceux qui promettent de dire « si je prends le pouvoir, je vais créer des gens nouveaux ». Voilà, je pense qu'il y a une bonne partie des réactions qui expliquent par ça. Tu as eu l'occasion d'échanger avec Wilson? Non. Enfin, je crois pas, je m'en souviens pas. Je crois pas qu'il était sur la liste. Mais... Et comment ta relation avec tous ces chercheurs a évolué? Est-ce que certains ont donné leur avis sur Alors, le livre, je l'ai fait relire par plusieurs chercheurs. Oui. Ceux qui l'ont le plus relu, c'est Peter Frost et aussi Christian Mesquida. Évidemment, Peter Frost. Et ça me fait rire parce que c'est des noms que je lis tout le temps. Et là, voir que tu interagis comme ça, je trouve ça... je trouve ça fou, quoi. Je vais faire lire par plein de gens avant de le publier, parce que je voulais qu'il soit solide, et puis j'avais accès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce livre-là a un niveau pour être publié dans cette maison d'édition, un niveau de qualité scientifique. Il n'y a pas d'équivalent, enfin, sauf de la part d'autres universitaires, mais ce n'est pas juste un livre comme ça, fait comme ça en amateur. C'est très important de... Tout est solide dedans, oui. Peter Frost est assez drôle parce que c'est celui qui a fait l'étude sur le fait que la sélection sexuelle favorise les femmes, qu'elles soient les plus blanches. Oui, c'est lui qui s'est intéressé à la couleur. C'est ça intéressant, voilà. Oui. En exagéré, l'homme est noir, la femme est blanche. C'est ça. En fait, pourquoi la femme est plus blanche? Dans tous les groupes ethniques, quelle que soit la couleur de peau, la femme est toujours un peu plus blanche. Elle est toujours plus blanche que l'homme. Et en fait, c'est parce que ça permet de capter
plus de rayons de soleil et de mieux synthétiser la vitamine D. Et même dans les populations. Et donc, en fait, ce qui est drôle, pourquoi je prends cet exemple? Parce que souvent, dans les théories sociologiques un peu biaisées, idéologiquement, il y a une perception que, par exemple, le canon de beauté de la blancheur serait imposé par l'Occident, par une domination culturelle. Alors qu'on pourrait aussi avoir une explication plus parcimonieuse, qui est que la blancheur chez les femmes a un avantage sélectif, et qu'en fait, c'est un trait de beauté, en fait, universel, finalement, du fait que ça a une qualité biologique. Une femme plus blanche, ça permet finalement de mieux synthétiser. Et donc, évidemment, c'est une qualité pour l'enfantement, pour la qualité. Et donc, c'est intéressant comment le biais où on va imaginer une espèce de domination culturelle qui amènerait les gens à détester telle couleur ou telle couleur, en fait, amène à une explication beaucoup plus simple, plus parcimonieuse et testable, en fait. Finalement, c'est testable. Et qui permet de relativiser, finalement, des cultures où des femmes en Afrique se blanchissent, ont des phénomènes de produits cosmétiques pour se blanchir la peau, et qui peuvent plus... C'est un énorme marché, on dit. Oui, il y a un énorme marché là-dessus. Et donc, c'est pour la parenthèse, hein, mais pour montrer comment... Alors, sur la beauté, il y a énormément de points sur les critères de beauté. Les critères de beauté, il y en a qui sont figés, c'est-à-dire on sait que ça va être ça. Comme le ratio. Comme le ratio taille-hanche, le WHR, la symétrie droite-gauche et tout. Mais il y a des critères qui dépendent de l'environnement, c'est-à-dire qui seront valorisés ou non selon les circonstances, et certains peuvent être très rapides à changer. C'est-à-dire qu'on une étude s'était rendu compte que si on faisait jouer des personnes à un Monopoly truqué, et qu'on les faisait perdre au hasard, et qu'on leur demandait de choisir une femme, si elle était plus ou moins mince ou plus ou moins grosse, et bien les gens qui avaient perdu préféraient des femmes plus grosses que ceux qui avaient gagné. Alors que c'est un jeu truqué, hein, donc c'est pas leur talent, c'est pas rien du tout, c'est le hasard qui a fait qu'eux, ils avaient gagné ou perdu, et derrière, ils préféraient. Or, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement en Tunisie. Juste pourquoi, justement, dans la pensée évolutionniste, le choix du perdant va vers une femme plus épaisse, plus grosse? Parce qu'il est plus important que la femme ait de ressources. C'est parce que... C'est un handicap, en quelque sorte, au sens de sa vie. Être une femme très très mince veut dire j'aurai toujours les moyens de me nourrir. Tous les jours, j'aurai à manger. Je n'aurai pas à rester une semaine sans bouffer. Donc c'est vraiment montrer qu'elle est sûre d'elle-même pour ça. Et donc celui qui préfère une femme qu'il faut nourrir tous les jours est sûr qu'il va la nourrir tous les jours. Alors évidemment, là, ma manière de le présenter est exagérée, hein, mais c'est la tendance comme ça. On parle par orientation, hein, c'est dans ce sens-là. Et j'étais en Tunisie en 2001, j'ai été gérant de société là-bas. J'étais en Tunisie en 2001 quand ils ont installé le premier Carrefour, le premier centre commercial de Tunisie. Donc au nord de Tunis, à mi-chemin entre Tunis et Sidi Bou Saïd. Et ça a été des émeutes, ça a été la presse parlait des réunions ministérielles pour trouver des solutions à gérer ça. Enfin bon, ça a été... Pourquoi des émeutes? Les gens ont sauté dessus, ont dévalisé le truc, plein sortaient sans payer. Ça a été un énorme problème de gestion par la police, quoi. Ils ont eu énormément de problèmes. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les Tunisiens, à l'époque, étaient réputés préférer des femmes épaisses. Et tout d'un coup, la mode a changé. Tout le monde avait accès à des choses qu'avant on ne trouvait qu'en Europe, qu'on ne trouvait pas en Tunisie. Tout d'un coup, la mode a changé. Et la mode des femmes minces est arrivée... alors qu'avant, on conseillait aux femmes minces de prendre des pilules pour grossir. C'est vrai. Et c'est bien le principe de... On a accès... Tout d'un coup, ils ont eu accès à énormément de ressources. Ils ont eu l'impression d'avoir accès à énormément de ressources. Ce qui a rendu obsolète la stratégie d'investir dans une femme qui a plus de réserve. Qui a plus de réserve. Mais en même temps, cet exemple est intéressant parce qu'il montre que la pensée évolutionniste n'est pas du tout et ne doit pas se confondre avec un homme de paille, une espèce de déterminisme biologique simpliste qui ferait qu'on est programmé. Si c'est biologique, c'est donc programmé, donc on exécuterait comme une machine stupide un programme n'importe comment. En fait, la pensée évolutionniste, les penseurs évolutionnistes vont montrer en fait l'amplitude de possibilités, mais encore une fois, ces stratégies sont ancrées
en nous par la sélection sexuelle et Alors, ce qui est naturelle. fantastique sur cet exemple justement que j'ai vécu, c'est que c'était visible. Ouais. Et on a pu le voir. Parce que d'habitude, on remarque des effets sur le grand nombre qui sont petits. Mhm. Hein, on se dit, ah bah tiens, il y a bien eu un effet, donc il y a bien quelque chose. Mais là, on le voyait directement, Ouais. donc sur le grand nombre. Hein, ça ne veut pas dire que toute personne tout d'un coup a changé de... Mais ça a été un effet énorme, donc au niveau évolutionniste, c'est bien, et ça correspond bien à l'idée du jeu de Monopoly, où ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné préfèrent des femmes plus minces. Puisque tu as travaillé, tu as déjà abordé la difficulté que tu as eue pour éditer ton livre, et là on peut entrevoir la dimension polémique pour les gens qui ne sont pas habitués à cette façon d'aborder le choix du partenaire. Quelle a été la réception des travaux de la sociobiologie de Wilson en France, et plus généralement de cette compréhension évolutive du comportement en France? Comment tu as vu l'évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il y a 20-25 ans, à l'époque, c'était complètement snobé par l'intelligentsia française. C'est-à-dire, ils considéraient l'approche américaine comme complètement stupide. Ah oui. Les Américains sont idiots, ils n'ont pas compris que le plus important, c'est la culture, et que c'est le social, et que c'est le groupe social qui compte, les classes sociales qui comptent. Et vraiment, c'était... quand je dis j'ai été rejeté de manière hautaine par les éditeurs français, c'était vraiment des messages... Qu'est-ce que c'est que cet idiot, quoi. En France, c'était vraiment l'approche comme ça. Bon, ça a changé depuis. Hein. Est-ce que ça a vraiment changé? Alors, je ne peux pas en avoir la preuve, mais maintenant, je vois qu'il y a des youtubeurs, il y a des gens qui font... Je ne suis plus tout seul sur ce jeu. Oui, mais sur ce sujet. Il y a plein de gens qui écrivent. Tout seul, mais... Et il y en a qui sont universitaires, donc bon... Bah, il y en a peu. Et en plus, ils se cachent en réalité par des terminologies, des formules. Par exemple, si vous cherchez psychologie évolutionniste, un master de psychologie évolutionniste, ça n'existe pas. En fait, il faut connaître un petit peu. Par exemple, si vous voulez étudier ça, il y a ce qu'on appelle l'écologie comportementale, où il faut aller chercher dans l'éthologie et vous spécialiser l'éthologie humaine. Si vous voulez avoir une approche de cette nature-là, vous faites une licence de biologie et vous allez en paléanthropologie. Et là, en paléanthropologie, vous allez retrouver de l'analyse évolutionniste sur le comportement humain. Par exemple, la chasse, le comportement de chasse. Est-ce que les hommes et les femmes chassent de la même façon? Qu'est-ce qui diffère entre le mâle et la femelle par la comparaison à la primatologie? Le fait que les mâles sont les seuls à chasser en groupe. Les femelles chimpanzés ne chassent pas en groupe. Elles peuvent chasser de manière occasionnelle quand elles rencontrent une proie, etc. Mais elles ne constituent pas des groupes qui vont se fédérer, se synchroniser pour capturer un animal. Il n'y a que les mâles qui le font. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'ethnographie. Finalement, les mâles chassent collectivement. Ça ne veut pas dire que les femmes sont dépourvues d'un physique qui ne leur permettrait pas. Ce n'est pas une question de physique. Ce n'est pas que les femmes ne peuvent pas tuer un animal ou qu'elles ne peuvent pas courir, etc. Bien sûr. Mais en fait, elles ne sont pas pourvues de cette psychologie de se mettre en groupe, de cette psychologie grégaire. Mais c'est un exemple qui, là, vient de la paléanthropologie. J'ai pas besoin, là pour le coup, j'ai pas besoin d'aller chercher. C'est un point de paléanthropologie. C'est pas un point de psychologie évolutionniste dont je parle par exemple de la chasse. Donc c'est pour ça que je préfère parler moi d'approche évolutionniste au sens large. La personne me dit oui, je suis éthologue humain. Bon, comparé au consensus scientifique qui existe de l'ensemble des travaux, moi je trouve ça sidérant la faible importance que ça prend dans le monde universitaire français. Je veux dire, si quelqu'un se dit, tiens, j'ai envie d'avoir vos connaissances, qu'est-ce que je fais? Il faut lire. Mais où je lis déjà, mon livre, par contre. Non, mais si je veux l'étudier, je veux m'inscrire. J'ai lu votre livre, je suis étudiant, j'imagine un lycéen, il lit ce livre et dit, il faut que je m'inscris à l'université pour étudier ça, qu'est-ce que je fais? Je lui conseillerais de commencer par la biologie. Une licence de biologie. Une licence de biologie. Pourquoi? Parce que... ce qu'a apporté la psychologie évolutionniste le plus, enfin au moment où elle a été lancée, c'est vraiment l'inscription de la psychologie dans la biologie. Oui. C'est-à-dire la psychologie et de la biologie appliquée. Alors, on en est loin de tout comprendre, etc. Mais maintenant, quand ils font des recherches sur les influences génétiques, etc., pour les suivre, il vaut mieux être béton en bio. Il faut savoir lire les résultats en génétique. Oui, il faut énormément de connaissances. Si on veut lire les scores polygéniques, etc. Donc je commencerai de commencer par ça. C'est vrai.
Moi, je voudrais parler d'un phénomène que des différents chercheurs, Lee, Vandenberg, ont analysé, qu'on appelle la biophobie. Alors la biophobie, ces chercheurs le définissent comme le refus catégorique d'une compréhension du comportement humain à l'aune des lois de la biologie, chez les chercheurs en sciences sociales. Comment toi, tu comprends cette biophobie? Comment tu l'analyses? Je pense qu'il y a une volonté de croire qu'on est plus libre qu'on ne l'est. C'est-à-dire que si on changeait l'environnement, on changerait plus que vouloir croire que si on changeait d'environnement, on changerait complètement, on serait plus gentil, ou si on prenait des personnes dites mauvaises ou méchantes, on les mettait dans un meilleur environnement, elles iraient mieux. Alors que si on dit qu'il y a une explication biologique à plein de comportements, ça se change beaucoup moins. En même temps, moi, mon approche, c'est que ça permet de trouver les moyens de la changer, justement. Mais je crois qu'il y a eu la volonté que le mythe de la tabula rasa reste, c'est-à-dire vous pourrez changer. Donc c'est la subversion politique. Il y a eu le fait que la psychanalyse en France a énormément marché et a continué à représenter un marché encore maintenant très très important. Alors Steve Sailer, il y a une vingtaine d'années, avait fait un article sur pourquoi les Français détestent Darwin. C'est intéressant. Et on peut le trouver quelque part en ligne, je crois. Dedans, lui, il parlait aussi de la jalousie des Français par rapport à Lamarck, Darwin. Lamarck est peu connu. Pas faux. Et en effet, Lamarck, quand on parle de lamarckisme, etc., ça serait, on nous présente ça comme Lamarck aurait tort et Darwin aurait raison. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils n'y étaient pas, de toute manière, ni l'un ni l'autre n'y était. Lamarck, c'était 60 ans avant Darwin, déjà. Et ensuite, même Darwin s'est planté sur le sujet, et Lamarck avait raison sur plein de choses. Donc bon, c'est très compliqué. Et il a rajouté, lui, cette idée-là. Bon. Je pense qu'il y a vraiment ce point que tu donnes, qui est que dans la compréhension des gens, et surtout de chercheurs en sciences sociales, c'est que si c'est biologique, on ne peut pas le changer. Et donc, en fait, quelque part, le discours évolutionniste viendrait légitimer un état de fait. Par exemple, ce qu'ils estiment, eux, être des injustices. C'est-à-dire qu'ils ont une conception morale, ils considèrent que le monde est injuste, le fonctionnement du monde est injuste, et que le chercheur en biologie vient quelque part dire ce qui est naturel et donc bon, ou naturel donc légitime. C'est l'erreur de croire que ce qui est naturel est bien. Se rappeler la pub L'Oréal, la nature nous vaut du bien. Qui était quand même assez strictement l'opposé de la réalité. Totalement. C'est vrai que on pouvait difficilement faire plus fort. Mais c'est en effet la out is fallacy, c'est-à-dire l'erreur de croire que ce qui est naturel devrait être bien. Mais dans ce cas-là, bouffer en fait, un insecte bouffe quelque chose, c'est l'idée que les gens en fait projettent un raisonnement que les chercheurs évolutionnistes n'ont jamais tenu et n'ont pas. Et ils n'ont jamais considéré que parce que c'est naturel, c'est légitime. C'est deux questions qui n'ont rien à voir. La question de la légitimité n'a aucun rapport avec la question de l'état de fait. Ce sont deux questions différentes. C'est en fait le sophisme de Hume, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est toujours si, c'est Hume, je ne me rappelais plus, oui, mais c'est bien, c'est Hume. Et il y a aussi un autre sophisme que Toby et Cosmides en parlent dans leur livre, c'est le sophisme à somme nulle des explications. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que plus on a une explication évolutionniste, moins on a une explication sociale. Et donc, ce sophisme à somme nulle, c'est l'idée que les deux la compréhension sociale ne serait pas possible si on a une compréhension biologique. Alors qu'en fait, quand on regarde les biologistes, enfin les penseurs évolutionnistes, ils intègrent parfaitement l'effet culturel. Ils ne les rejettent pas. Ce qui est rejeté, par contre, ce sont les interprétations que des chercheurs en sciences sociales font, ou des présupposés plutôt qu'ils ont d'une espèce de négation du fait évolutif sur l'homme. Je ne sais plus qui disait ça, l'évolution s'arrête au cou, je crois, cette expression. J'emploie souvent l'image de l'ordinateur. Il n'y a pas moins libre qu'un ordinateur. Le moindre degré de liberté qu'il a, c'est un bug.
C'est-à-dire, s'il ne fait pas exactement ce qu'on lui demande, c'est que c'est buggé. Hein, d'accord. Quand tu tapes sur ton ordinateur, tu veux que ça soit exactement ce que tu as fait. Pourtant, on peut faire énormément de choses différentes à vrai. L'environnement vient tout changer. C'est un programme, si ceci, alors ça. La touche A, c'est si on appuie dessus, ça tape A. C'est donc la prise en compte, quand on parle de programmes biologiques, c'est des programmes qui sont d'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils prennent des données de l'environnement et qui sortent derrière. Et comme l'environnement varie beaucoup, et qu'on peut parfois choisir de changer soi-même l'environnement, il reste une très grande liberté. Est-ce que tu as été attaqué pour défendre la pensée évolutionniste? Pas comme Wilson, je n'ai jamais été attaqué physiquement, heureusement, je ne m'en plains pas, mais sinon, oui, j'ai été cancel avant que ça soit à la mode, quoi. Oui, dès que j'ai parlé de l'origine, de l'influence génétique sur le QI... Ah oui, là, c'est... Bah, ça a été direct, hein. J'ai été refusé à un congrès où je devais intervenir, j'ai été rejeté, on m'a appelé, on m'a dit « Vous comprendrez bien pourquoi on ne veut pas de vous ah oui. ». J'ai été plus invité partout, plus de journalistes qui m'appellent, les journalistes ne m'appellent plus qu'avant ils m'appelaient. J'ai eu une personne qui a passé, enfin on m'avait signalé ça pendant des années. Il y avait sur plusieurs sites, des listes de forums de discussion, une personne qui à chaque fois que mon nom était cité, que ce soit pour ce livre-là ou pour le guide pratique, disait ne le lisez pas, c'est une personne controversée. Et donc j'étais attaqué en permanence. Et après j'ai donc disparu doucement de l'âme. C'est important que tu le dises, tu as été cancel parce que on a l'impression que c'est les phénomènes auxquels... Moi, des fois, ça me sidère. On a l'impression que les gens découvrent la Lune chaque soir. Le phénomène de cancel, en fait, il est vieux en France. Hein. Avant moi, rien qu'en remontant de très peu, bon, on peut parler on a parlé de Wilson. On peut parler aussi en 96 de Christopher Brown, oui, qui avait son livre publié chez Wiley. Et Wiley l'a dépublié. Et c'est quoi le titre? C'est de G-Factor. G-Factor. Et donc le livre... G-Factor, c'est lié à la question du quotient intellectuel. Hein. Le ouais, G-Factor est... Et le livre est maintenant, parce que bon, comme j'étais en relation avec Christopher, il m'a envoyé le fichier, maintenant il est disponible gratuitement sur Douance, depuis décembre 2000. Disponible gratuitement où? Sur Douance, en format HTML, zippé, etc. Donc allez sur le site, vous avez même un livre gratuit. Voilà. Mais il est en anglais. Il est en anglais, c'est un excellent livre. Qui est... Pourquoi a-t-il subi cette polémique autour de ce livre? Parce que G-Factor, c'est quand même quelque chose qui est débattu dans la littérature autour du QI. Alors pourquoi? Parce qu'il avait touché à quelque chose, il avait atteint un déclencheur, on pourra revenir sur le déclencheur après. Il avait atteint un déclencheur, il avait dit qu'il ne fallait pas confondre la pédophilie et l'éphébophilie. Et la pédophilie, c'est être attiré, que ce soit maladif ou pas, etc., par les enfants prépubères. Oui. Il dit ça, biologiquement, ça existe normalement pas, on ne le trouve pas vraiment là. Mais il disait, l'éphébophilie, c'est les enfants pubères jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire 18 ou 21 ans selon les pays. C'est le critère de l'apparition des règles, par exemple. Légal, voilà. C'est le critère biologique qu'il utilise entre les deux. Voilà. Imaginons qu'une fille a ses règles à 16 ans ou elle a ses règles à 14 ans, c'est ça le critère. C'est pas vraiment l'âge. Non, c'est pas vraiment l'âge, c'est la personne. Corps, en fait. C'est le développement biologique du corps. Voilà. Et il a dit qu'il ne fallait pas confondre. Et il a dit l'éphébophilie, avant, les filles adolescentes étaient mariées, qu'on appelle maintenant adolescentes étaient mariées. Bon, l'adolescence, c'est pas un... Oui, on peut la définir biologiquement, l'adolescence, mais c'est pas un truc qui existe partout. C'est l'apparition de caractères secondaires, l'apparition de caractères sexuels secondaires, pour les garçons, par exemple. Et donc là, il a été accusé tout de suite... De quoi? De faire la promotion de la pédophilie? Exactement. Chercher le lien, il n'y a pas, mais ça a marché, donc Wiley l'a dépublié. Et donc il a vraiment été le Stroman. Hein. On dit voilà, il soutient les pédophiles, parce qu'il a dit attendez, avant, le mariage était plus jeune. Et il y a une volonté sociale de retarder le mariage des femmes. Bon, on est pour ou contre, mais c'était une évolution pour qu'elles soient plus libres. C'est très intéressant parce que il y a aussi, j'ai oublié leur nom, mais ils ont écrit un livre, c'est une approche évolutionniste de la question du viol. Mais j'ai oublié le nom. Thornhill.
Thornhill, c'est ça, exactement. Et là aussi, c'était... il s'est fait descendre, lui. Il s'est fait descendre totalement. Alors, c'est un livre que je cite parce qu'il a été traduit en français. Il y a une traduction en française du livre, hein, c'est Thornhill, le viol. Et donc, c'est une approche évolutionniste du comportement, de l'agression, du viol. Est-ce que ça a un sens évolutionniste? Alors, c'est pas parce que c'est observé ou c'est un phénomène qui va être analysé d'un point de vue biologique que ça veut dire que c'est légitimé, donc on va le répéter. Oui. Mais voilà. Mais donc l'idée, c'est, y a-t-il une stratégie? Or, dans le règne animal, qu'est-ce que c'est le viol, en fait, pour faire simple? C'est une tricherie. C'est une tricherie de la sélection sexuelle. Ce sont des mâles qui ne peuvent pas obtenir à la régulière, si je puis dire, en compétition sexuelle, et qui vont adopter une stratégie sexuelle totalement différente, qui vont détourner et adopter en fait le viol comme stratégie sexuelle, parce que sinon, en compétition, ils ne gagneront pas. Donc, la question alors, finalement... Ce à quoi, alors, il dit le viol est une stratégie sexuelle qui a eu un impact reproductif, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont nés de viol. Donc on a été... ça a bien joué là-dessus. À quoi certaines féministes disent, mais non, le viol n'est que... C'est le point sur c'est le que qui va pas, hein, parce que un acte de pouvoir de l'homme sur la femme, de domination. La preuve, souvent, l'homme tue la femme après. Et il est en effet vrai qu'il y a des femmes non fécondes qui sont violées, donc l'approche stratégie ne suffit pas à expliquer. Parce qu'il faut différencier les causes proximales et aussi, les causes causales. Et moi, ça fait partie des éléments qui m'ont amené, tu disais tout à l'heure, je ne suis pas un chercheur, mais à proposer une hypothèse, donc à la mettre en préprint. On peut le dire parce que j'ai dit que tu n'étais pas, enfin, j'ai dit que tu n'étais pas un chercheur, mais c'est pas. C'est intéressant parce que tu n'es pas chercheur, mais si jamais tu publies, tu pourrais le devenir parce que tu proposes une publication, parce que tu as une thèse assez originale. Enfin, je ne sais pas si elle est originale, il faudrait que je vois la bibliographie, mais tu proposes une thèse dans une publication. Alors, tu veux en parler? Oui, mon idée, c'est que, alors, présenter de manière très directe, c'est là que c'est amusant, évidemment, parce que j'ai un côté provocateur. Mais de manière très directe, c'est le but premier des rapports sexuels n'est pas d'avoir des enfants. Il n'est pas de transmettre nos gènes, mais de transmettre les gènes des bactéries qu'on porte. Oui, les bactéries qu'on porte, c'est le microbiote. C'est le microbiote, voilà, les avant la flore etc. intestinale. Parce c'est aussi en lien avec les travaux du microbiote qui interagit avec notre système nerveux. Voilà, c'est l'approche supra-organisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement nos gènes, on est aussi les gènes des microbiotes. Des microbiotes qu'on porte, etc. Ce serait une forme j'ai oublié le terme, de coopération. C'est de la coopération, oui. D'organismes, j'ai oublié le terme technique en biologie, deux organismes coopèrent sans parasiter nécessairement. Mais d'un point de vue, mais c'est pas, comment dire, ça s'appliquerait que à notre espèce ou ce serait une formule que tu estimes Alors, moi je parle de l'espèce humaine, mais ça ne veut pas dire que ça s'appliquerait qu'à notre espèce. Sauf que dans l'espèce humaine, on a une caractéristique dont il faudrait voir chez les autres espèces les plus proches de ça, c'est que on n'a pas de période de chaleur, comment dire, des chaleurs de fécondité où, poum, à tel moment, les enfants sont faits pour qui. Chez les humains, c'est tout au long de l'année. Alors on trouve bien des petites variations comme ça qui changent selon les années, c'est pas très très net. Donc, il y a beaucoup plus de rapports sexuels chez les humains que chez les autres espèces. Donc ça peut avoir plus d'influence. Alors une autre manière de le présenter, c'est de dire aussi, de voir un couple et de leur dire, vous avez combien d'enfants? 2, oh bravo, combien de rapports sexuels? Beaucoup plus que 2. Vous vous rappelez le film de... Après, il faut prendre en compte les rapports sexuels des populations chasseurs-cueilleurs. Ou qu'est-ce que c'était les relations sexuelles au Pléistocène? Il faudrait aller creuser ça si on trouvait, si on y arrivait. On en a des études d'ethnographie sur les relations sexuelles. Mais voir quel est le taux de réussite, il est plutôt bas, il est très bas. Le taux de réussite est très bas. Oui. Alors ensuite, mais globalement, il y a actuellement dans le monde énormément de rapports sexuels.
et très peu d'enfants qui vont en naître. C'est-à-dire que si on dit ça ne sert qu'à faire des enfants, alors il faut expliquer pourquoi les gens cherchent à ne pas être féconds depuis très longtemps, pourquoi il y a plein de contradictions à l'idée que le sexe sert à faire des enfants. Et donc ce modèle-là, dire que c'est surtout pour transmettre les gènes des bactéries, répond à tous les problèmes. Ça, c'est toi qui proposes ça, hein? C'est mon hypothèse. Alors, en fait, elle est nouvelle dans le sens que elle va plus loin que d'autres idées qui avaient été données et par Dawkins et par Cochrane, que je cite justement dans le préprint. Trouvez le lien sur le site Evopsy. Oui. Au moins là, ça a l'avantage de ne pas être polémique idéologiquement. Là, tu elle dépasses... est présentée aussi, cette hypothèse est présentée aussi, c'est ici que je l'avais mise, je l'avais d'abord mise en ligne, maintenant je la mets en préprint, mais elle est présentée en post-fast de ce livre de la 3e édition. Donc là, en français. Au moins, ça a l'avantage de sortir des polémiques, on va dire, idéologiques, etc. Parce que là, c'est vraiment un débat de biologistes, etc. Mais c'est intéressant. Les travaux en psychologie évolutionniste réfutent un ensemble de croyances sur les relations humaines, les relations sexuelles hommes-femmes. Quels sont les travaux menés en psychologie évolutionniste qui a réfuté les idées les plus tenaces auxquelles les gens continuent à croire dans les sociétés occidentales? Il y en a plein. J'ai publié le mois dernier dans Monaco Business News, qui est un journal de la FEDEM, justement un billet écho qui est sur les différences sexuelles et leur impact sur les sociétés, pour essayer de prédire l'avenir de Monaco. Il y en a plein. Différences sexuelles, notamment quelque chose qui choque beaucoup, c'est qu'on peut dire qu'il y a des rôles différents pour les hommes et les femmes. C'est pas vrai. C'est extraordinaire. Il faut bien le voir sur le grand nombre, c'est-à-dire que chacun est plus ou moins masculin, plus ou moins féminin, chacun... Il faut bien rappeler à chaque fois que c'est de la description, pas de la prescription. Hein? J'aime bien, il faut vraiment faire toutes ces pour dire non, je ne dis pas que la femme doit faire ceci, la femme... Non, mais sur le grand nombre, on se rend compte qu'il y a bien une différence. C'est le paradoxe des sociétés égalitaires. Oui, qu'on appelle aussi le paradoxe norvégien. Le paradoxe norvégien. Peut-être tu peux le préciser pour nos éditeurs. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? Plus une société est libre, plus les femmes choisiront des métiers dits féminins et plus les hommes choisiront des métiers dits masculins. C'est-à-dire les différences sexuelles augmentent avec la liberté. Et ce n'est pas qu'au niveau des métiers, c'est au niveau aussi des différences cognitives, c'est-à-dire les préférences être plus bon, être meilleur à tel test. Voilà. C'est plus, c'est vrai, donc au niveau de... La liberté augmente les différences sexuelles. Alors, il y avait eu le Google Memo, où James Damore avait dit que Google n'arrivait même pas avec sa discrimination, c'est-à-dire il rejetait les hommes, tout simple pour embaucher les femmes, il les prenait. Et malgré ça, il n'avait que 22% de femmes, alors que c'est 10% de mieux que le reste du monde, qu'en a 20%. Et il avait fait publier, enfin pas publier, ça avait été publié contre son gré, un mémo disant il faut jouer sur les différences sexuelles qu'on connaît pour attirer plus de femmes. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait, qu'il y ait plus de femmes qui soient attirées. Et c'est sorti de Google, ça a été repris, je crois que c'est BuzzFeed qui avait repris ça, qui a coupé des passages. Et il a été présenté dans toute la presse comme quelqu'un qui avait dit que les femmes étaient incapables de programmer. Toujours le Stroman. Ah oui, et il s'est fait descendre. C'est vrai. Mais en même temps, il avait parfaitement raison, il y a bien des différences. Autre effet de ces différences, le rôle de l'homme, c'est apporter les ressources. Le rôle de la femme, c'est les valoriser, les processer. La caricature, c'est l'homme chasse, la femme cuisine. Mais c'est beaucoup plus riche que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça se retrouve, quand je dis ça se retrouve sur le grand nombre, c'est que sur le grand nombre, les femmes cherchent des hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles pour se marier. Des hommes qui sont plus haut statut qu'elles. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Donc au final, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Mais les femmes dépensent beaucoup plus que les hommes. Pour l'expliquer, c'est bien que les hommes passent des ressources aux femmes.
C'est-à-dire que même dans les sociétés modernes actuelles, on retrouve l'idée que le rôle de l'homme, c'est d'apporter des ressources et la femme de les valoriser. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre les deux. Après, moi j'avais lu une publication sur le fait que pendant longtemps, dans les sociétés humaines, enfin même les sociétés occidentales, le choix du partenaire sexuel n'était pas libre, c'était les parents qui décidaient. Alors, pendant longtemps, et ça existait encore en C'est le mariage arrangé. Le mariage arrangé, oui. Alors, une chose très spéciale sur le mariage arrangé qui m'a toujours surprise, pour le dire, c'est que c'est Dave Jerry qui en parle dans un livre que j'ai traduit. En Afrique, il avait été trouvé que les mariages arrangés n'étaient pas plus malheureux que les mariages non arrangés. C'est-à-dire que le mariage d'amour ne menait à rien. Et les critères, de toute manière, étaient exactement les mêmes. Et les parents ont les mêmes critères de choix. Les Roméo et Juliette, etc., et les films romantiques où il y a opposition de choix entre les parents et l'enfant, c'est des cas rares en réalité. Pourtant, dans la littérature, quand on étudie l'histoire de cet article, il y a aussi beaucoup d'éléments qui viennent que les parents, quand ils vont choisir les partenaires, ils viennent frustrer un processus, on va dire, psychologique normal de sélection d'un partenaire pour des intérêts totalement qui n'ont pas de rapport. Par exemple, on ne choisit pas un partenaire uniquement sur ces questions de ressources. Il y a aussi la compatibilité physiologique. Comme l'odeur va déterminer le système immunitaire, le MHC, et donc il y a aussi ce critère-là qui rentre en compte, que les parents ne peuvent pas prendre en compte. Tout à fait. Ça peut avoir eu un effet moins d'enfants ou quelque chose du genre. Mais sur les critères qu'on connaît, c'est-à-dire vraiment, globalement, il est relativement rare. En règle générale, les parents choisissent la même personne qu'aurait choisi l'enfant. En fait, il faut comprendre le déterminisme biologique sur le rôle des hommes et des femmes, mais on va parler aussi de l'intelligence, comme en fait un minimum et un maximum. Et la culture et les différentes cultures, la société, c'est une amplitude, mais cette amplitude, elle est limitée par la biologie. Et le minimum, comme la taille humaine, c'est-à-dire vous pouvez être... les humains, à l'Antiquité, faisaient 1m50, les hommes faisaient 1m50-60. Aujourd'hui, en moyenne, en France, on est à 1m70, enfin même plus, 1m75, ou même 1m80. À l'Antiquité, faire 1m80, c'était être très grand, c'était exceptionnel. Et on pourrait dire, c'est une construction sociale, la taille. Personne n'a l'idée de dire que faire 1m80 ou faire 1m70, c'est une pure construction sociale qui est liée à la culture ou à quoi que ce soit. Cette amplitude, elle tient au fait qu'en fait, les êtres humains avaient un apport calorique et une malnutrition. Au cours de leur enfance, ils étaient mal nourris. Donc ils ne grandissaient pas de façon optimale. Et dans une société développée comme la nôtre, tout le monde a accès aux soins. Enfin, les enfants ont accès à un soin très tôt. Un meilleur accès. Un meilleur accès, en tout cas dans les sociétés occidentales. Je parle toujours, évidemment, de sociétés industrielles occidentales, aux soins, à des ressources alimentaires de qualité, variées. Ce qui fait que le corps humain se développe de façon optimale. Et finalement, pour le paradoxe aussi dont on a parlé, tient aussi au fait qu'on est dans une société où finalement les individus sont laissés libres à eux-mêmes, mais en fait libres de suivre finalement le logiciel évolutif qui est le leur. Tout à fait. C'est ça Oui, dans le... Mais je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas nécessairement en tête. Je voulais revenir sur, mais je ne sais pas si ça t'intéresse, mais sur la différence entre ce qu'on appelle la sociobiologie et la psychologie évolutionniste. Alors, est-ce que c'est... Au départ, oui, non, moi, j'y accorde pas d'importance, personnellement. Pour toi, ça n'a pas vraiment d'importance? Pour moi, c'est les approches évolutionnistes. Voilà. À un moment donné, il y a eu... ça remonte à Darwin. En 1923, je ne sais plus quel auteur qui avait publié quelque chose d'important dessus. Il y a eu Sociobiology qui a lancé le mouvement. Puis, un peu plus de 10 ans après, Tooby et Cosmid qu'on repris et qu'on nommait ça psychologie évolutionniste, ou psychologie évolutionnaire, comme certains. Il y a des débats aussi sur le terme. Pour moi, tout ça, c'est des approches évolutionnistes. Et
maintenant, quand on parle de psychologie évolutionniste, vu que l'approche évolutionniste est devenue le métacadre global, en fait, c'est de la psychologie tout simplement, quoi. Oui, je comprends. Mais est-ce que... Au départ, c'était la question sur le mismatch, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Certains ont dit que ça permet de laisser plus de liberté à l'humain et donc d'éviter les attaques qu'il y avait eu contre la sociobiologie. Donc certains disaient, oui, ils ont fait ça pour des raisons de politique, enfin, en quelque sorte. D'autres disaient, non, c'est solide. Il y a eu plein de débats. Rien à voir, mais est-ce que tu suis un peu, par exemple, quelqu'un comme Peggy Sastre Parfois, je la lis, oui. Pour expliquer, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, Peggy Sastre est une... alors, elle a un doctorat en philosophie et elle s'intéresse aussi à la question évolutionniste très tôt. Et aussi, ce qu'elle veut, enfin, ce qu'elle a voulu, et ce qu'elle veut faire, c'est avoir une approche féministe, mais en accord avec le consensus scientifique en biologie. Et donc, elle rejette le constructivisme sur les femmes, etc. Donc elle n'est pas très appréciée par tout un pan, mais elle travaille beaucoup sur ça, donc je ne sais pas si tu as pu échanger avec elle ou si Alors, je n'ai pas échangé avec elle, mais bon, j'ai lu un certain nombre d'articles. J'ai vu qu'elle se présente comme, en gros, féministe de gauche. Moi, j'étais marqué antiféministe, libertarien, donc un peu l'opposé, mais elle aussi, c'est des libertariennes. Mais que fondamentalement, sur plein de trucs, comme on parle des mêmes sujets, des mêmes choses, etc., on est globalement d'accord sur... on aura des petits points de débat, il n'y a pas de grosses... Donc même si elle se présente, elle, là, c'est exactement pareil, parce que de toute manière, c'est... Parce qu'on parle du consensus scientifique. C'est le consensus scientifique, elle fait de la vulgarisation scientifique aussi. Comme tu as été en contact direct avec la communauté scientifique, des chercheurs, est-ce que, en fait, l'approche évolutionniste, est-ce que ça, dans d'autres mondes, chez d'autres peuples, chez des Japonais, Coréens, est-ce que c'est quelque chose qui est pris est-ce qu'il n'y a que la société française qui est fermée comme ça sur elle-même, ou est-ce que... disons que... Il n'y a pas que la société française qui est fermée, même aux US déjà. Oui, c'est vrai que ça fait polémique. Ça a fait polémique, ça... je me souviens qu'il y en a qui disaient qu'il fallait publier très vite pendant qu'on le pouvait encore. Des gens comme Charles Murray, comme se rappeler 1994 de Bell Curve, comment il avait été reçu. The Bell Curve, c'était une déclaration de guerre. Quoi. Et En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que la société française a quelque chose de spécifique quand on regarde le monde international, les chercheurs de différentes cultures qui peuvent venir aux États-Unis, qui échangent. Les Français sont peut-être fermés sur le côté français. Ouais, ils sont franco-français, quoi. Franco-français, peut-être. Très nombrilistes. Hein. En général. L'impact sur les universitaires, je ne sais pas, mais il y a une tendance à être assez fermé. Oui. Mais je le pense aussi. Hein. Et c'est aussi ce que... Bon, je vis en environnement personnellement multiculturel, comme on dit, donc c'est aussi ce qu'on me dit autour de moi. Mais bon. J'ai parlé de Douance, donc douance.com, c'est encore le site, donc douance.com, allez sur ce site. Ça parle du QI et d'enfants surdoués et plus généralement du QI. Et tu as parlé de publications scientifiques. Pour être clair, l'intelligence est une réalité biologique. Oui. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on étudie. C'est-à-dire que si on dit qu'est-ce que l'intelligence à plein de gens, on demande à plein de gens, on aura plein de définitions qui ne tiennent pas debout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrive à des contradictions. Mais qui correspondent à peu près à la même chose. Les scientifiques, pour travailler sur quelque chose, ont besoin de définitions solides. Donc quand ils parlent d'intelligence, ils parlent de l'intelligence générale. L'intelligence générale, c'est le nom donné au facteur G. Facteur G, c'est le facteur général trouvé par une analyse factorielle sur un certain nombre d'études, sur des tests cognitifs. Après 2 niveaux. Facteur général d'intelligence. Alors, ça paraît complètement incompréhensible, mais ça se comprend de manière beaucoup plus simple. Si on prend un grand nombre de gens et on mesure leur force physique, on mesure leur force du bras droit et la force du bras gauche, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de plein de raisons, ils seront plus ou moins forts. Mais on se rendra compte que ceux qui sont... Il y a une forte corrélation entre la force du bras droit et du bras gauche. On peut dire qu'il y a une force générale et ensuite des forces spécifiques pour le bras droit et le bras gauche. C'est une moyenne ou une médiane C'est une corrélation, plus exactement. Ceux qui sont plus forts du bras droit sont aussi généralement plus forts du bras gauche. Mais pas forcément de la même manière. Bon. Et
Pour le cerveau, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si on mesure un certain nombre de capacités cognitives, on va se rendre compte qu'il y a une forte corrélation entre les résultats à un test d'une capacité et les résultats à un test d'une autre capacité. C'est-à-dire que les résultats s'expliquent par ce qu'on appelle le facteur général, qu'on trouve par analyse factorielle, et dessus des questions spécifiques, des facteurs spécifiques. Donc ce qu'on appelle intelligence, c'est en gros, l'intelligence générale, c'est l'intelligence qui est commune à toutes les capacités cognitives. Et celle-là, on sait qu'elle est très fortement marquée biologiquement. Très fortement marquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne sait pas l'augmenter de manière autre que biologique. Si biologiquement on y arrive. Il y a des gènes de l'intelligence. Alors, il y a des gènes qui jouent sur l'intelligence. Ils expliquent jusqu'à 7 points actuellement, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. C'est du génétique. On sait qu'il y a les microbiotes ont probablement un effet. Sur l'intelligence? Oui. Tu vas nous mettre des microbiotes il y a plein d'influences. C'est-à-dire que tu dis qu'il est possible, par l'étude des microbiotes, de pouvoir peut-être évaluer... Non. Il est possible de modifier l'intelligence en modifiant les microbiotes. Ouais. Ah oui, c'est... Peut-être. Modifier en diminuant. C'est-à-dire qu'en gros, si on perturbe le microbiote... À la hausse. Peut-être aussi à la hausse. Mais pour l'instant, on ne sait pas monter. Hein. Mais si on sait donner quelques médicaments qui vont faire que la mémoire va mieux marcher, mais bon... Mais est-ce que c'est si extraordinaire que ça, que l'intelligence soit biologique? L'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est une aptitude de notre organe qu'est le cerveau. Le cerveau est une réalité physique. Votre cerveau, il est codé génétiquement. Oui, donc, il y a forcément l'expression génétique, signifie pas qu'il y a un gène qui va vous rendre intelligent. Ce sont des fréquences. C'est-à-dire vous allez avoir des versions de gènes, ce qu'on appelle des allèles, et l'accumulation de ces allèles va en fait détermine la structure de votre cerveau qui elle-même, in fine, va vous permettre d'avoir des capacités cognitives que les psychologues qui tentent de mesurer cette intelligence vont retrouver dans les résultats. L'intelligence... Il serait très difficile de soutenir que l'intelligence n'est pas biologique. Est-ce que... Enfin, il faut vraiment beaucoup réfléchir pour trouver quelque chose. Ouais. En fait, encore une fois, quand je parlais des variations, oui, bien sûr, vous allez avoir des variations. Et on va dire, oui, ça se voit... je voulais juste dire ça parce que je pense que ça, intelligence et une réalité biologique de l'intelligence vient vraiment remettre en cause, je pense, beaucoup de croyances. Surtout... parce que, par exemple, il y a quelque chose, les gens souvent qui sont une vision très sociologique, bourdieusienne, etc., dire voilà, il y a une reproduction de classe, il y a des injustices, en mettant en avant qu'il y a une sous-représentation de fils d'ouvriers comme députés ou comme, etc. Mais en fait, si vous ne prenez pas en compte le facteur du quotient intellectuel dans ce genre de raisonnement, vous faites, c'est de la tautologie. Réfléchissez, quel est le quotient intellectuel moyen dans le milieu ouvrier, vous le mesurez. Quel est le quotient intellectuel moyen dans des professions comme architecte, médecin, PhD en biologie, etc. Il est logique de retrouver, je ne sais pas, le député Bertha que je suis est un député, mais c'est aussi un médecin généticien. Et en fait, pourquoi? En fait, il faut des capacités cognitives aussi. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui vraiment heurte une culture populiste, je pense. Oui, il y a... Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en effet, si on prend des groupes comme ça, on arrive à trouver des moyennes qui sont des différences de moyenne extrêmement marquées. C'est-à-dire qu'en effet, dans un groupe d'ouvriers, le QI est beaucoup plus faible. Tu connais le Je ne me rappelle plus, ça avait été fait en 1973 en France, il y avait une étude. Je ne me rappelle plus combien ils avaient trouvé. De toute façon, il faudra le refaire aujourd'hui. Et il doit y avoir des études plus récentes là-dessus. Aux États-Unis, c'est sûr, j'imagine. Alors, aux États-Unis, il y en a eu plein, énormément. Et tu connais aux États-Unis ce qu'ils ont les résultats? Alors, ils arrivaient avec des surprises quand même. En gros, c'est les études supérieures, c'est 115. Premier niveau d'études supérieures, c'est 115.
Alors certains disaient que... Wishler ou enfin, à l'échelle 115, tu parles de... Oui, Wechsler. C'est-à-dire un écart type, plus un SD. Un écart type, que les plus hauts étaient à 145, moyenne. C'est énorme. Les plus hauts diplômes. Donc, c'est physique, des sciences dures. Et sociologie décoloniale, épistémologie féministe, ils sont à combien? Je me rappelle plus. Je crois pas qu'ils soient à 140, j'ai des doutes. Je crois que c'est Kierkegaard qui a mis quelque chose, Émile Kierkegaard qui a mis quelque chose récemment justement là-dessus. Il a recalculé les différences. C'est un autre taquin, il est très... C'est un Danois, je crois. C'est un Danois, mais il est très taquin. Et sur son site, il a mis récemment un recalcul en fonction du QI, et même mieux en fonction des compétences verbales et mathématiques, orientation métal. C'est intéressant, il faudrait que je regarde. Donc, on a ça. Mais en même temps, le fait de refuser qu'il y ait ces différences et qu'elles soient d'origine biologique a pour effet pervers d'empêcher certains qui ont un QI élevé, qui viennent d'un milieu défavorisé, de monter. Oui, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas mécanique. Enfin, vous pouvez, par exemple, imaginez dans votre famille, vous faites 1m75 en moyenne, mais vous pouvez avoir un enfant qui fait 1m85. Même vous pouvez être encore plus petit, puis vous avez un enfant qui va devenir joueur de basket alors que le père il fait qu'1m60-70. L'intelligence aussi. D'ailleurs, on pense que la plupart des hauts QI ne viennent pas de familles de hauts QI. Ils viennent de la classe moyenne, en fait. Ils viennent de la classe moyenne et on dit que la moitié viennent là-bas. Mais bon, Donc c'est important de comprendre que en fait, le système méritocratique est simplement un système qui va sanctionner les ressources cognitives. Positivement ou négativement, mais va permettre aux gens disposant de ressources cognitives de pouvoir potentiellement l'exprimer dans une réussite sociale, ou en tout cas une réussite scolaire, qui elle-même va s'accompagner ensuite d'une réussite sociale. Mais les gens vont répondre, je pense, je vais le faire, cependant, l'effet Flynn. Alors je rappelle, James Flynn, c'est un néo-zélandais, a mis en évidence une augmentation des résultats au test de QI, du quotient intellectuel, au XXe siècle aux USA, puis dans 14 pays développés. Dans les pays occidentaux, on a constaté une augmentation de 3 à 7 points par décennie. Tous les 10 ans, les gens gagnaient entre 3 et 7 points de QI. Et cela contredit cette conception innée de l'intelligence, alors. Alors, c'est James Flynn qui a fait connaître en effet ce qu'on appelle maintenant l'effet Flynn, mais en fait, il avait déjà été trouvé en 1936. C'est pas vrai. Par Rehnquist. Rehnquist. Qui avait trouvé qu'entre 1928 et 1933, il y avait déjà eu un effet, mais je ne me rappelle plus quelle est la taille de l'effet. Ça, c'est très intéressant. Et oui, l'idée que le QI a toujours monté, on nous la sort souvent, etc., l'intelligence a monté, et c'est complètement en opposition à tout ce qui est constaté par ailleurs. Donc il y a eu plein de débats. Michael Woodley of Many, qui est un Anglais, s'est intéressé au sujet et a trouvé que, en fait, c'est le paradoxe de Cattell. Pourquoi, si l'intelligence est au moins partiellement transmissible génétiquement, que les moins intelligents ont plus d'enfants, comment l'intelligence peut-elle monter? Donc c'est bien un problème au niveau du test. En fait, il y a eu un double effet. C'est un problème au niveau du test, et un problème au niveau de... je vais revenir sur le problème au niveau du test. Un avantage dans le fait que grâce à l'amélioration de la santé, il y a moins de cas handicapés mentaux. Donc forcément, s'il y a moins d'handicapés mentaux, se rappeler les crétins des Alpes qui manquaient d'iode, tout bêtement. Maintenant qu'il y a de l'iode, il n'y a plus les crétins des Alpes, donc la moyenne globale monte. Comme la taille humaine monte. Comme la taille humaine monte. Comme le rythme de développement pendant l'enfance s'est amélioré. Donc il y a bien eu cet effet-là, mais surtout sur le côté bas, ça ne veut pas dire que les génies, il y en a eu plus, au contraire. Et sinon, sur les tests en eux-mêmes, c'est le fait que, quand on mesure le QI, on s'intéresse à l'indépendance de la mesure. J'ai dit que c'était la corrélation entre les différents trucs, entre différentes capacités. C'est-à-dire que si vous voulez connaître la force du bras droit de quelqu'un, vous n'avez qu'à tester la force du bras gauche, il y a une corrélation, donc vous avez l'un et l'autre. C'est pareil pour le QI, vous testez quelque chose de facile à tester pour déterminer quelle est son intelligence générale. Vous prenez le moyen le plus simple. Et le moyen le plus simple, c'est d'utiliser des tests de logique. Or, on vit dans un monde de plus en plus moderne où les gens sont de plus habitués à ce genre de tests. Alors l'effet n'est pas énorme, mais ça augmente quand même. Ça joue. Les tests ont un peu moins de validité qu'il y a un siècle. Et
si on compare à d'autres choses, vous prenez par exemple, Wiglaf Meni a comparé des tests biologiques liés au QI, comme le temps d'inspection. Le temps d'inspection, c'est-à-dire le temps de... vous avez le temps de réaction et le temps d'inspection. Lié au QI, eh bien, on se rend compte que en fait, l'intelligence génotypique est en baisse depuis la fin du 19e siècle. Comment expliquer que l'intelligence génotypique est en baisse alors que nous continuons à avoir un développement économique, industriel et technologique? Beaucoup plus faible qu'on devrait l'avoir selon certains auteurs. C'est un peu scientifiquement... Il y a de moins en moins de grandes découvertes, il y a de moins en moins... Bon, on enlève le cas particulier de la Deuxième Guerre mondiale. Mais selon eux, on a perdu un certain nombre de points. Mais pas assez pour être complètement idiot. Hein. Attendez, on n'est pas dans l'idiocratie encore. Hein. Mais c'est dans 500 ans, l'idiocratie. Hein. Mais on y part, quoi. L'idée, c'est ça. Et toi, tu en penses quoi? Tu penses que nous avons un ralentissement de production de connaissances Je pense qu'il y a en effet une baisse générale une baisse globale de l'intelligence générale. Qu'on est dans un monde où... Et que ça a des effets sur notre société, des effets énormes sur notre société. Même si ce n'est pas beaucoup de points, hein, mais ça a des effets énormes. On peut parler est-ce qu'on peut faire le lien avec la question du capitalisme cognitif? Oui, on peut. Ouais, le capitalisme cognitif, c'est... Bon, il y a un problème de terme aussi, parce qu'on parle de capitalisme cognitif, en fait, c'est le capital cognitif. Oui, hein. Ou le ressources cognitives. Ressources cognitives, mais comme ça s'est lancé comme ça, on utilise capitalisme cognitif. Le capitalisme cognitif, c'est la constatation qui avait déjà été faite par Adam Smith au XVIIIe siècle, que la richesse d'un pays dépend, entre autres, de l'esprit de ses habitants, entre guillemets, esprit des habitants. Et on s'est rendu compte par la suite, bon, alors quel est l'esprit, comment définir l'esprit de ses habitants, etc. Qu'est-ce qui va permettre que tels habitants ou tel esprit sont plus riches que tels autres qui n'ont pas cet esprit-là? On a trouvé un certain nombre de critères, mais on s'est rendu compte, Richard Lynn s'est rendu compte en 2002, enfin l'a publié en 2002, que l'étude, le QI en lui-même, suffisait à déterminer le QI moyen d'un pays. Voilà, le QI moyen d'un pays est le critère le plus corrélé avec sa réussite qu'on connaisse. C'est encore plus fort que le degré de liberté économique. C'est-à-dire que la richesse d'un pays dépend surtout de son QI moyen, du QI moyen de ses habitants. Donc le capitalisme cognitif, c'est cette constatation-là. Qui est en lien avec le fait que si nous avons moins en moins, si cette ressource cognitive tend, selon ces études dont tu as parlé, à diminuer, oui. Et en même temps, entrer en décroissance. Enfin, on va entrer en déclin. Il y a des chances qu'il y a en fait deux évolutions. Il y en a une, c'est que le capitalisme cognitif apparaît de plus en plus important. Et on va vers une économie où il est de plus en plus important d'être intelligent. Et en même temps, les capacités intellectuelles sont en baisse. Donc, ça va mal finir, quoi. Ce pays est foutu, quoi. Mais enfin bon. Avant de voir quelle solution peut être envisagée, mais pour revenir sur cette idée du capital cognitif, on a quand même un exemple d'un peuple divisé et qui se développe dans deux systèmes totalement différents, mais qui ont la même biologie, et peu probable. La Corée du Nord, la Corée du Sud. Il est peu probable que les Coréens du Nord aient, en tant d'années de communisme ou de régime changé biologiquement, ont changé biologiquement, ou un QI qui a périclité par rapport aux Coréens du Sud. Pourtant, la Corée du Sud est une puissance économique et technologique qui rivalise dans la sphère occidentale, enfin, la compétition capitaliste, et la Corée du Sud, du Nord est un pays... Les deux Corées suffisent à montrer que l'effet de la politique. Mais quand on parle de corrélation, en effet, il y a des cas comme ça où ça ne colle pas. C'est l'effet du communisme qui fait que la Corée du Nord n'est pas aussi riche qu'elle le devrait. C'est ça la thèse aussi de leur idée. C'est-à-dire que nous devrions être plus riches
que ce que nous sommes actuellement, où on devrait être plus développé technologiquement ou plus avancé technologiquement que ce que nous sommes actuellement. Je pense aussi, oui. Ah oui, toi tu penses? Moi je pense. Il y a eu une croissance du rôle de l'État en Occident depuis la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, depuis 1930, et même avant, certains diront depuis 1914, du rôle de l'État qui a limité la liberté, donc qui a impacté négativement le développement. Hein. Mais c'était Il y a forcément un effet comme ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment l'intelligence a pu décroître. C'est parce que les gens... Qu'est-ce qui fait que cette intelligence a pu décroître dans nos sociétés? C'est simplement les naissances... c'est le différentiel de naissance? Le différentiel de naissance. Idiocratie, oui, mais... le film Idiocratie le montre de manière... le début est fantastique. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait de plus en plus de gens intellectuellement pauvres cognitivement, en quoi cela empêche l'apparition de gens intelligents? Non, c'est que quand on prend une moyenne, la moyenne glisse doucement, c'est tout. Oui. Oui, mais en quoi cette moyenne qui glisse doucement impacte? Puisque, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que qu'il y ait une masse, tant qu'il y a suffisamment d'universités qui ont des ingénieurs à remplir, tant qu'on remplit les universités d'ingénieurs, de gens ayant des ressources cognitives, plus on les remplit, ces universités, peu importe finalement qu'il y ait 10 millions ou plus de personnes... Non, parce que justement, on se rend compte que quand on dit c'est le nombre a de l'importance. C'est-à-dire, il y a deux approches. Il y en a une, c'est de parler du QI moyen d'un pays. Et il y en a une autre, c'est la SFT, c'est parler de une fraction, la classe créative ou la classe intellectuelle ou la classe... la SFT, la Smart Fraction Theory, qui avait été faite par la Griffe du Lion. Je ne sais pas si tu connais. Non, là, comme ça. La Griffe du Lion, c'était un chercheur américain qui publiait sous pseudonyme et qui développait ça. Ah, mais en anglais, ça donne quoi? La Griffe du Lion. Bah. Parce qu'il citait la phrase « Je reconnais le lion à sa griffe ». Ah, ça, et c'est en anglais. Hein, il écrit en anglais, mais c'est la Griffe du Lion. C'est peu. Il est resté anonyme, je pense savoir qui c'est, mais je ne le dirai pas. Tu comprends pourquoi il a voulu être anonyme? Bah oui. Pourquoi? Il fait des calculs. C'est un excellent site, cherche la Griffe du Lion. D'accord. Où je t'enverrai le lien tout à l'heure. Ça date d'il y a 20 ans, 20-25 ans. Hein. Je ne crois pas qu'il l'a remis à jour depuis 2002. Et la Griffe du Lion avait repris les calculs de Lynn et il les avait trouvés que ce qui prédisait le mieux la réussite, c'était le pourcentage de gens ayant un QI supérieur à 105,1 ou 106,1. Oui. Plus que la moyenne globale. Ça me paraît cohérent. Donc, c'est ce nombre-là. Maintenant, c'est un peu deux manières de voir la même chose. Si on prend une élite cognitive, on prend les von Neumann, les tops, les Fermi, les machins, le top qui existait, on les met dans un environnement à QI très faible autour d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Il y a besoin d'un environnement autour. C'est les gens globaux. C'est quand on va à l'administration, on n'a pas besoin de tomber sur un idiot qui ne comprend rien, etc., qui fait une erreur. Si on tombe sur un employé intelligent pour un truc simple, ça va aller mieux. Donc c'est le QI moyen a de l'importance sur la réussite globale sur notre vie. Si je puis dire, c'est l'idée que si on a un bassin d'eau tiède, la température moyenne du bassin va impacter la température de l'objet qu'on va y plonger dedans. Donc ça va refroidir quoi qu'il arrive ou réchauffer d'un point où ça va... Si on prend des gens extrêmement brillants et qu'on les met dans un environnement extrêmement mauvais, ça ne va rien donner. Il y a très peu de chances qu'ils arrivent à bouger la masse. S'ils sont dans un il faut des roues de transmission entre les gens et une masse. Et s'il y a trop d'écart de QI, c'est pas possible. S'il y a trop d'écart, c'est pas possible. Et donc, en gros, l'idée actuellement, c'est que mon idée, ma prédiction, c'est qu'on va, si on continue dans cette évolution-là, c'est-à-dire augmentation du besoin de QI et
baisse du QI moyen, on va aller vers l'apparition d'un groupe intermédiaire de société. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le premier monde et le tiers-monde. Il y aura en quelque sorte un second monde. Ce sera des pays ex-premier monde qui auront chuté et qui seront à un niveau plus faible. Certains diraient qu'on y est déjà arrivé, mais bon. Il y aura la question aussi des différences, puisqu'il y a des différences de développement économique entre les pays. Donc, l'explication que peuvent donner ces chercheurs, c'est que s'il y a des différences de développement économique, c'est parce qu'il y a des différences d'intelligence moyenne entre des populations humaines. Alors, c'est pour plein de raisons, dont celle-là qui est importante. Voilà. Et l'immigration pourrait impacter le développement économique du pays ? L'impact de l'immigration d'un pays à un autre, ça dépend qui émigre. C'est-à-dire que le QI moyen des migrants aura un impact sur le pays d'accueil. C'est quelque chose que j'ai remarqué, les libéraux comme... j'ai oublié son nom, c'est Fergan, si je ne me trompe pas. C'est un économiste libéral, un jeune qui apparaît de plus en plus dans les médias, qui sont drôles parce qu'ils sont très open immigration, d'un point de vue de simplement l'augmentation du nombre d'actifs qui vient enrichir, qui vient offrir à l'industrie, au travail, des forces de travail, et qui ont une espèce d'angle mort total sur cette question du ressource cognitif, de la ressource cognitive. La qualité des... Vous créez une entreprise, vous embauchez des gens. Il y a plein de critères chez ces gens-là qui vont faire que votre entreprise va réussir ou non. C'est-à-dire que vous allez choisir des employés, vous n'allez pas vous dire que toute personne est remplaçable par tout autre. Chacun des employés, il est sélectionné. C'est la même chose au niveau d'immigration. Selon les gens qui rentrent dans un pays, il aura un impact sur le résultat du pays. Ça n'a rien de fondamentalement surprenant, mais on arrive à le quantifier un peu par le QI. Après, c'est des moyennes. On est bien d'accord que c'est des moyennes. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'une personne est de telle origine qu'elle est nécessairement dans le quotient. Ça, c'est l'énorme erreur à surtout pas faire. C'est qu'on parle de courbe en cloche, comme ça. J'ai justement fait une base écho que j'ai publiée là, récemment dans Monaco Business News là-dessus. On parle de courbe en cloche. Quand on parle de différence de moyenne, il y a toujours un overlap beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on additionne les deux groupes, on a toujours une seule courbe en cloche. Les différences sont faibles. Mais quelqu'un qui vient d'un pays en moyenne de temps, il peut être n'importe quoi. Il peut être tout en bas, il peut être tout en haut. Ça ne donne pas l'information sur qui il est. Comme quand on dit les femmes sont plus petites que les hommes. C'est la moyenne. Il y a plein de femmes qui sont plus grandes que plein d'hommes. Et une femme qui est plus grande, ça ne fait pas d'elle, ça ne nie pas que c'est une femme. Tout à fait. J'aimerais poser la question, puisque tu maîtrises ce sujet autour du QI. Est-ce que les gens à quotient intellectuel moyen, malgré leurs différences ethniques, se ressemblent plus en termes de comportement ? Est-ce que, par exemple, les gens à 115 de QI vont beaucoup se ressembler plus entre eux, malgré leurs différences ethniques ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va plus retrouver chez les hauts QI et beaucoup moins dans les populations à moindre QI ? Alors, chez les hauts QI, c'est ce qu'avait remarqué, c'était le terme de, justement, Charles Murray travaillait là-dessus. The Bell Curve, il disait que c'était même son terme, son sujet. C'est-à-dire que chez les hauts QI, en effet, il y a des liens qui se créent indépendamment des origines, des langues, des machins, des préférences et tout. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Enfin bon, c'est ce qu'il avait trouvé en 1994. Et quand j'avais interrogé en 2004, il m'avait répondu justement là-dessus. Maintenant, chez les autres, je ne sais pas si... est-ce que le QI suffit à déterminer ? Il explique énormément de choses. Mais chez un QI moyen, je pense pas que c'est un facteur déterminant. Le QI, plus on augmente dans l'intelligence, plus il transcende l'origine des individus. Tout à fait. C'est-à-dire que l'origine raciale et ethnique des individus compte peu quand on commence à dépasser les 110, 115... Vous savez, c'est la notion de pertinence du critère. C'est-à-dire qu'en effet, si vous voulez reconnaître quelqu'un dans la rue, vous dites il faut que tu retrouves machin...
connaître sa couleur de peau ou sa couleur de cheveux, ça va être un critère pertinent pour le voir dans la foule. Mais quand on parle des OQI, le critère n'est plus du tout pertinent. C'est important parce qu'il y a quelque chose, il y a sûrement un biais dans le monde de la recherche et dans le monde des universitaires, c'est qu'ils se fréquentent qu'entre eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont énormément du mal à comprendre, c'est la grille ethnique ou raciale, ou comment ça peut avoir un impact dans le développement d'une société, ou le problème des conflits interethniques, parce qu'eux, ils ne le vivent pas, cette expérience-là. Alors, ils vont le vivre. Putnam, en 2007, avait montré que c'est 2007, oui. Avait montré que plus il y a de diversité, moins il y a de sens de la communauté et de confiance, même à l'intérieur du groupe. Ah. C'est-à-dire, c'est pas simplement que les groupes vont se battre entre eux, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a moins de confiance. Oui. Et Putnam ne peut pas être accusé d'être un dangereux fasciste d'extrême droite, national-socialiste, etc., puisque c'est un homme de gauche. Oui, mais c'est intéressant de le citer, c'est très bien. Et donc, il avait trouvé cet effet-là. Oui. Donc, il y a quand même un facteur ethnique et racial qui peut... Alors, j'avais vu une étude qui montrait que, au bout d'un moment, enfin, une autre étude sur le même sujet qui trouvait que la confiance tombait et puis, à un moment donné, elle plafonnait. Oui. Et ils avaient poursuivi leur graphique avec une marge d'erreur de 0 à 100. Donc, ça donnait, leur graphique était comme ça, la marge d'erreur augmentait, puis occupait tout le dessin. Et ils disaient, peut-être qu'à la fin, ça augmente. Manière de faire de la propagande sans... Pourquoi pas? Pour revenir au constat de l'importance de l'intelligence et du problème du digénisme, en fait, hein, c'est le terme, oui, finalement, que nous connaissons. Moi, je suis transhumaniste. Je pense que la solution au problème dont on parle, du digénisme, peut venir justement du transhumanisme, et plus précisément de l'ingénierie génétique, à savoir, finalement, l'eugénisme libéral. Et je voulais parler en fait d'une technologie qui existe déjà, la PMA, et le fait de pouvoir sélectionner l'embryon avant réimplantation. Est-ce que le génie génétique permet de sélectionner les embryons ayant le meilleur score d'intelligence? Alors déjà, on a 7 points. Oui, techniquement, un jour, on y arrivera. J'en est sûr, enfin suffisamment, il va y avoir des progrès là-dessus. Stéphane Su, tu connais celui de chinois qui... Non, Stéphane... Non. C'est le chercheur américain. Le chercheur américain, oui. Qui a publié là-dessus. Et qui va créer l'entreprise. Mais par contre, techniquement, on va y arriver. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit la solution, parce que je suis très pessimiste. Pourquoi tu ne penses pas que ce soit... Oui. Va voir la population française générale. Dis, vous choisissez la pilule A, le bouton A, vous allez avoir un enfant extrêmement intelligent qui pourra devenir un grand scientifique. Bouton B, vous allez avoir un enfant qui va être beaucoup moins intelligent, mais il sera beaucoup plus narcissique, beaucoup plus extraverti, et va devenir une grande célébrité. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? C'est-à-dire, les critères de dominance actuellement ne vont pas vers la sélection de l'intelligence. Donc il y a peu de chances qu'ils choisissent l'intelligence. Mais en fait, est-ce qu'il est possible, tout simplement, en fait, moi, étant donné que c'est quelques points de QI, en fait, l'avantage va être générationnel, ça va être une accumulation. Enfin, l'idée, c'est qu'au début, les gens, alors juste leur préoccupation première, ce ne sera pas du tout l'intelligence. Ça va être quoi? Ça va être les maladies. Quand aujourd'hui, les gens font des tests, pour les PMA, la plupart du temps, ce ne sont pas des PMA pour des raisons idéologiques, ce sont des PMA parce que des gens ont ce qu'on appelle dans les familles des maladies monogéniques. Donc l'idée, c'est que quand vous avez envie d'avoir un enfant, mais que vous êtes porteur d'un gène qui ne s'est pas exprimé pour vous, mais vous pouvez le transmettre à un enfant qui va potentiellement exprimer une maladie extrêmement grave, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la sélection par embryon consiste à féconder les 2 œufs, ça donne un embryon, vous prenez du matériel génétique de l'embryon, vous séquencez l'ADN, je rappelle que avant même la naissance d'un enfant, vous avez déjà le code génétique d'un enfant. Avant même que l'enfant soit né, on peut déjà savoir s'il est porteur d'une maladie, d'une trisomie. Et donc, c'est le premier usage médical, et il est là. Mais ensuite, grâce au score polygénique de l'intelligence ou de la maladie mentale, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement proposer aux gens de pouvoir potentiellement choisir un enfant sain en termes de santé. Et on rajoutera... Il faudra cacher
la notion d'intelligence, parce que ça, ou alors qui remonter l'image de l'intelligence de la population. Qui ne veut pas un enfant intelligent? Enfin, je sais pas, peut-être je suis complètement biaisé, mais dire... Je crois. Je sais pas, il faudrait avoir une étude, mais moi je pense que si on dit aux gens... Mais je suis pas le seul à faire cette remarque, je sais plus si c'est Kierkegaard justement, ou si c'est Wilhelm Menig qui l'avait fait aussi. Il était très pessimiste sur la solution de... Les gens vont choisir autre chose. L'intelligence ne sera pas un critère qu'ils veulent. En fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, pourquoi ils ne pourront pas tout de suite choisir autre chose, c'est parce qu'on n'a pas assez la technologie. La technologie les technologies et les connaissances que nous avons se concentrent sur les maladies et se concentrent sur l'intelligence, puisque c'est vraiment la chose sur laquelle on travaille. Donc on va dire aux gens, cet embryon est celui qui correspond à un optimum de santé mentale, santé physique et d'intelligence. Et puis ça s'arrêtera là, et les gens voudront. De toute façon, c'est comme Laurent Alexandre souvent prend cet exemple, que quand les gens ont connaissance que l'enfant est porteur d'une trisomie, que le fœtus est porteur d'une trisomie, ils avortent. Donc les gens choisissent quand même, veulent choisir un enfant, et même d'un point de vue évolutif, c'est quand même mieux d'avoir un enfant en bonne santé et plus intelligent que soi. Et je pense que toutes les cultures valorisent l'intelligence. Beaucoup moins qu'avant. On le voit dans la... On regarde des interviews télé d'il y a 50 ans. L'intelligence était beaucoup plus valorisée, le savoir était beaucoup plus valorisé que maintenant, où ça va être plus le côté spectacle qui va être mis en avant. Les réseaux sociaux, YouTube, c'est une catastrophe. Si c'est ça... Pas forcément, dans le sens que ça permet aussi de développer... Non, mais je parle des réseaux sociaux qui sont, auxquels ont accès des jeunes gens, des collégiens, qui suivent des personnalités de télé-réalité, etc., qui sont particulièrement nocives, que ce soit des hommes et des femmes, extrêmement nocives, et donc qui, effectivement, mettent en avant un modèle de personnes adultes extrêmement négatif. Oui. Et ça, je suis d'accord sur cet aspect-là. Donc c'est vrai, je prétends pas qu'il faut être un optimiste BA, etc. Si ce n'est que moi, je pars quand même de la factualité, que ce que je dis, à savoir la sélection de l'intelligence, n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité technologique et bientôt sociale. Et ça, je le pense. Mais on pourra donc l'imposer soit discrètement, soit pas discrètement, mais si on demande aux gens ce qu'ils vont vouloir choisir, une étude. Ça serait pas un critère. As-tu une connaissance de cette étude? Non, je pense pas. Je vais chercher. Je vais voir s'il n'y a pas déjà des questions sur ça. Je voudrais juste finir sur les applications pratiques. Oui. Parce que c'est mon métier aussi. Je m'étais intéressé donc à cette approche-là pour essayer de comprendre. En fait, la psychologie évolutionniste, c'est juste maintenant l'approche qu'on a pour essayer de comprendre une chose qui est mon domaine. C'est comment vivent les autres. Oui. C'est-à-dire, ça, c'est bleu, turquoise. Comment la personne perçoit ce turquoise. Donc, quel est son qualia. Mais ça va même plus loin. Comment les gens construisent l'environnement qui les entoure. Parce qu'on vit dans une construction. Ce n'est pas le constructivisme au sens usuel, mais on se construit un monde. Comment ils le perçoivent? Et est-ce que c'est le même que le nôtre? C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai la même perception que toi? C'est la question du tout bêtement. Et la question du solipsisme aussi. Et aussi, est-ce qu'on peut le modifier? Et donc moi je m'étais intéressé à ça, je suis diplômé en école de commerce, SK en 90. Maintenant, j'ai mélangé les deux, c'est-à-dire que d'un côté, je suis journaliste pour Monaco Business News, mais de l'autre, je suis aussi conseil et formateur en psychomarketing, c'est-à-dire l'application pratique de la psychologie évolutionniste dans le marketing et la communication. Comment faire pour manipuler les autres et ne pas être manipulé, quoi, et s'en défendre. Mais enfin, tout le monde pense, ça c'était mon argument, mais tout le monde pense qu'il est complètement immune à la manipulation et qu'il n'a pas besoin d'apprendre à s'en défendre. Mais comment faire pour influer sur le processus de décision? Voilà. Donc pour moi, la psychologie évolutionniste est un moyen de comprendre ça. C'est mon domaine. Bah écoute Philippe, je pense qu'on a vraiment abordé un vaste
vaste sujet, différentes questions, des questions un peu chaudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Je te remercie énormément, j'ai trouvé ça passionnant. Moi, ce sujet me passionne et je trouve que tu étais excellent. Les références et la maîtrise du sujet étaient au rendez-vous. Je te remercie vraiment beaucoup pour t'être déplacé. Je ne regrette pas que tu sois venu. Je te remercie beaucoup. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites-la tourner sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Regardez les liens sous la vidéo. Les sites de Philippe sont sous la vidéo. Intéressez-vous à ce sujet du QI, même si ça provoque, même si ça gêne, même si ça vous génère une frustration, une colère vis-à-vis de ces idées qui ont été énoncées. Ayez la curiosité et le courage d'aller regarder, de prendre le temps de lire. Achetez le livre de Philippe. J'ai rien à gagner, hein. C'est pas moi qui je gagne rien. C'est juste que vous n'avez pas beaucoup de livres sur ce sujet. Donc je vous conseille d'aller regarder et de vous intéresser à ce sujet qui est clé. Donc voilà. Donc le cercle Cobalt, toujours au rendez-vous. Hein. Je vous rappelle, c'est ma mission de zététicien de proposer une approche scientifique de toutes les questions sans aucun tabou idéologique. C'est le travail du cercle Cobalt. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission.